bienvenue, bonsoir à tous. Donc ce soir, on recevons Guillaume Bonnel, depuis 2012, a réalisé donc 4 observatoires du paysage, dont un est en cours, dans la Drôme. Donc Guillaume, à côté, est membre fondateur du collectif L'œil arpenteur. Donc il consacre ses images à l'étude des relations de l'homme et de l'espace. Il a participé donc à beaucoup d'expositions et dans un gros projet qui s'appelle France Territoire Liquide. Guillaume a aussi écrit un texte dans un livre qui s'appelle La mission photographique de la Datave, une nouvelle perspective critique, donc édité à la documentation française en 2014. Merci à vous pour cette invitation. Je suis très heureux d'être là ce soir. Effectivement, quand tu m'as demandé si je pouvais venir vous parler des observatoires photographiques du paysage, que je vais appeler OPP à partir de maintenant, ce sera plus commode et plus beau. Il m'a semblé que ce serait difficile pour moi de le faire sans d'abord vous parler de mes travaux personnels, qui sont, je dirais, ceux par lesquels j'ai commencé à cultiver ce rapport photographique à l'espace, un rapport qui a d'abord été, comme tu l'as dit, plutôt juridique, puisque moi j'ai fait un doctorat en droit public avec une spécialité en droit de l'environnement. Et j'ai assez vite, je dirais, basculé dans l'univers du sensible qui me correspondait davantage. Néanmoins, peut-être pour commencer, je voulais, par cette image de Jean-Michel Fauquet que je propose en introduction, tracer le lien entre ces deux univers qui sont a priori pas complètement raccords. Moi, quand je précise que j'ai un doctorat en droit public, dans des commissions d'appel d'offres d'observatoires photographiques, on me dit mais à quoi ça sert monsieur? Effectivement, je le conçois, c'est un petit peu étrange peut-être, mais en tout cas, moi j'ai très vite eu conscience que le paysage portait la marque de structures mentales, de schémas, qui se trouvaient, je dirais, un peu mis en acte, en perspective, dans ces formes. Et si je prends par exemple cette image, qui pour moi a été une espèce de déclencheur un petit peu de mes travaux personnels, de ma démarche photographique de recherche, elle a beaucoup de qualités qui montrent que ces deux univers ne sont pas complètement, je dirais, étrangers. Mais on a ici, je dirais en guise d'introduction et d'exemple, une illustration parfaite de l'effet d'une construction juridique, une construction mentale, sur une forme paysagère. Et ça, c'est un petit peu ce qui, moi, m'a donné envie de devenir photographe. C'est-à-dire j'ai eu envie, par la photographie, d'aller traquer comme ça ces schémas, ces formes, et de trouver des liens entre des éléments de pensée, des schémas mentaux, des constructions juridiques, des émotions, avec les formes paysagères. Et j'ai commencé ce travail en allant chercher du côté des ouvrages de génie civil que l'on trouve en montagne, alors, en l'occurrence dans les Pyrénées, parce que moi je vis dans le sud-ouest, pour essayer d'établir les liens qu'il pouvait y avoir entre ces éléments qui m'ont tout de suite, moi, de manière très intuitive, donné à voir une démarche très médicale, c'est-à-dire qu'on a une espèce de vision du soin apporté au paysage par ces éléments que moi j'ai appelés des orthèses. Vous savez, quand vous avez un organe défaillant, le genou typiquement, et on vous propose de mettre une espèce d'élément qui va recouvrir avec des éléments Kevlar pour renforcer le genou, faire en sorte qu'il reste fonctionnel, et en même temps lui éviter de s'affaiblir. Ils sont là pour restaurer les fonctions du paysage. Ils sont là pour faire en sorte que le paysage fonctionne selon ce qu'on a envie d'y voir ou d'y faire. Et du coup, cette collecte je dirais, de ces petits ouvrages de génie civil, qui sont en général pas très connus, qui sont très peu nobles, qui sont cachés, qui ont tous une fonction précise, qui est soit d'éviter, comme là par exemple pour cet ouvrage qu'on appelle un râtelier, éviter que le manteau neigeux ne se décroche quand il y a du vent par exemple, et ne tombe sur la route qui passe en bas. Pour moi, tous ces gestes apportés au paysage me donnaient intuitivement l'impression d'une espèce de paradigme médical, c'est-à-dire qu'on considérait que l'ingénieur tout-puissant, dont la figure a émergé au XIXe siècle, je vous montrerai tout à l'heure quelques occurrences dont certaines sont assez rigolotes, l'ingénieur tout-puissant avait le pouvoir de soigner, de réparer le paysage, avec toujours, comme vous le voyez, un parti pris photographique qui consiste à faire comme ferait un scientifique dans un laboratoire, c'est-à-dire à éviter la concurrence d'autres signes. Vous avez à chaque fois ce que j'appelle une orthèse et le paysage qui est autour. Et donc, j'essaie d'établir
les connexions entre cette pensée médicale et sa traduction en acte dans le paysage. Et un outil, je dirais, méthodologique et théorique essentiel qui m'a été donné pour faire ce travail, ça a été la rencontre avec un ouvrage d'Erwin Panofsky qui s'appelle Architecture gothique et pensée scolastique, qui est un grand classique pour les urbanistes et les architectes, dans lequel cet auteur démontre les liens entre la pensée scolastique qui se développait dans les années 1400, au moment où les théologiens en fait, relisaient Aristote et voulaient essayer de rendre la théologie logique, en disant qu'il faut pouvoir argumenter, il faut pouvoir prouver que Dieu existe, par exemple. Et donc Panofsky établit une espèce de lien qu'il va ensuite appeler un isomorphisme, c'est-à-dire que cette forme intellectuelle de raisonnement, il explique qu'on va la retrouver traduite en acte dans la forme de l'architecture gothique. Alors la première chose qu'on peut constater d'abord, c'est que dans cette architecture, tout est lisible, tout est transparent. Et la particularité de cette forme architecturale, c'est qu'on peut lire la répartition des forces du haut jusqu'en bas. C'est-à-dire que vous n'avez pas un cylindre massif dans lequel les forces seraient diffuses, elles sont décomposées. Et si vous suivez la nervure qu'on a ici, cette nervure-là qui porte cette partie-là de la voûte, vous la suivez jusqu'en bas, vous la retrouvez dans le pilier composite. Donc ça, c'est le souci de transparence, ce que Panofsky appelle le principe de clarification, qui fait que le raisonnement doit être apparent. Les étapes du raisonnement doivent être apparentes elles-mêmes, mais il explique que dans certaines circonstances, la pensée, les formes de la pensée, les structures de la pensée peuvent avoir des conséquences concrètes sur les formes de l'architecture ou du paysage. Et moi, dans ma série hors thèse, j'ai essayé de suivre un peu cette démonstration en disant qu'on trouve exprimée dans ces ouvrages de génie civil une pensée prophylactique, thérapeutique, orthopédique, appliquée au paysage lui-même. Cette pensée, elle a été tout d'abord élaborée par ce que tu as mentionné tout à l'heure, ce que Alexis Bernet a mentionné avant moi, donc, qui est un élément essentiel de l'histoire de la photographie de paysage, c'est les photos des services de la RTN, donc Restauration des terrains de montagne. C'est un service de l'ONF, Office national des forêts, dont l'objectif était de reboiser les zones érodées dans les zones de montagne et pour favoriser le reboisement, de limiter l'érosion avec des ouvrages de génie civil, parfois complètement titanesques, complètement incroyables, qui permettaient, entre guillemets, de domestiquer la montagne. Tout ça, ça a précédé la mise en tourisme de la montagne. Il y a une époque où la montagne, si vous lisez Baudelaire, la montagne c'est quelque chose d'assez affreux, effrayant. C'est très récent, le plaisir qu'on a à se balader en montagne. Ces ouvrages ont servi notamment à éviter que les routes s'en aillent dans les ravins, etc. Et cette démarche a été basée, alors là je parlais de la figure triomphante de l'ingénieur, on la voit bien exprimée dans ce genre de mise en scène. Donc ces techniciens de l'ONF étaient formés à la photographie, et donc partaient sur le terrain, faire des relevés très précis, et revenaient avec des textes, des discours qu'ils soumettaient aux parlementaires en disant on a besoin d'argent parce que la montagne est malade. Voilà, la montagne est malade, il faut la soigner, il faut la réparer. Donc ce discours est une sorte de doctrine administrative qui visait à lever des fonds. Il a bien exprimé une pensée dominante à l'époque, présente dans le discours de l'ingénieur émergent au début du XXe siècle, en l'occurrence là pour ces ouvrages. Comment est arrivé ce travail? C'est quelque chose que tu as proposé? C'est quelque chose qu'on t'a commandé? C'est quelque chose qui a été fait par appel d'offres? Comment ça se passe? Alors moi j'ai un peu endossé l'image un peu classique du photographe, peut-être à tort, peut-être aussi parce que moi je suis un autodidacte, donc j'ai découvert ça un petit peu spontanément, avec la fraîcheur des débutants presque peut-être, à l'issue de ma thèse. Je sépare les commandes et les activités de recherche personnelle. Donc ce projet hors thèse, il est purement personnel, autofinancé, il a pris très longtemps. J'ai commencé en 2008, là j'ai un livre qui va sortir peut-être dans quelques mois, ça aura pris presque 10 ans. C'est un travail vraiment de très longue haleine, très lent. Voilà, c'est-à-dire que en fait, là, la carte que j'ai montrée, effectivement, il a fallu d'abord. Moi, j'ai eu d'abord une intuition, je fais beaucoup de montagne, j'ai d'abord eu une intuition en voyant ces ouvrages. Ensuite, cette intuition s'est un peu consolidée, parce que j'en ai vu beaucoup. Comme ça, il a fallu que je les trouve, que j'y retourne, que j'y aille quand il y a la lumière qui m'intéresse. Moi, je travaille beaucoup des lumières très douces, donc j'ai besoin d'un ciel
j'ai besoin d'un ciel couvert, ce qui est compliqué parce que souvent, en tout cas chez moi, les ciels couverts précèdent les perturbations, ça ne dure pas très longtemps. Et du coup, il faut vraiment avoir une fenêtre très, très précise de météo. Donc voilà, tout ça prend beaucoup de temps. Et dans le cadre d'une commande, ça aurait été, je pense, beaucoup plus difficile à mener. Après, je dirais sur la forme purement plastique de mes images, il y a effectivement un souci, je dirais, quasi documentaire. C'est-à-dire que moi, je m'efface beaucoup quand même dans mes images. Elles sont assez neutres. Je pense qu'on pourrait facilement les attribuer à quelqu'un d'autre. Elles ne sont pas extrêmement marquées par une subjectivité très intense, un parti pris esthétique. Moi, je fais des images en plus avec des appareils très banals. J'ai pas le culte de la chambre 4-5 inches, par exemple, comme beaucoup de gens qui font du paysage. J'ai des appareils numériques qu'on achète dans le commerce, que n'importe qui peut acheter, parce que ça me suffit, parce que je ne vise pas forcément des tirages gigantesques, parce que j'ai besoin que ce soit versatile, que je puisse les transporter, les utiliser pour différents usages. Donc j'ai une pratique de la photographie qui est assez spontanée, en fait, qui est assez intuitive. Voilà. Qui est sur le terrain. Alors oui, alors ça, complètement, c'est une pratique immersive, c'est une expérience du paysage, voilà. D'où la légèreté du dispositif technique, d'où le fait que je ne prends pas une chambre. Alors par contre oui, je travaille sur trépied pour avoir des photos qui soient quand même très nettes, très posées, donc j'étudie le cadrage quand même assez minutieusement. Ça par contre c'est peut-être un élément de fabrication, c'est-à-dire que je peux passer, je sais pas, 1 heure ou 2 heures à faire une photo sans compter le repérage, c'est-à-dire juste pour prendre la photo, c'est-à-dire pour attendre que quelque chose se passe par exemple. Ça j'en parlerai en montrant les photos des observateurs photographiques. Moi je crois beaucoup à l'attente. C'est-à-dire que le photographe, pour ça c'est un métier magique, est toujours récompensé de son attente. On est rarement déçu d'avoir passé 1 heure à attendre que quelque chose se passe dans une image, soit qu'on ait envie d'un élément de fragilité, soit qu'on ait envie que quelqu'un arrive, soit qu'on ait envie de pouvoir donner prise à l'imaginaire à des gens qui vont regarder les images, donc qu'un élément de récit se glisse dans une image. Je pensais qu'il y a un dispositif qui voudrait, tu as utilisé le mot d'ailleurs un peu comme le technicien le chercheur dans son laboratoire, donc il y a une scientificité qui est recherchée dans l'épuration d'images, enlever tout ce qui pourrait être gênant ou qui ne concourt pas à la démonstration. Et en même temps, tu es quelqu'un qui court la montagne depuis longtemps, donc il y a quand même une certaine émotion aussi dans ton travail qui doit passer. Et puis il y a ce que tu viens de dire à l'instant, là, c'est-à-dire y compris l'image, elle peut receler un départ de récit, donc il y a une autre dimension que la dimension documentaire, scientifique. Il y a quelque chose qui est aussi au cœur de la photographie, d'une certaine manière, qui est la construction d'un autre imaginaire. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre des OPP, je laisse davantage les accidents advenir. Et je laisse davantage des éléments de projection, d'imaginaire, qui permettent aussi de donner plusieurs niveaux de lecture aux images. Pourquoi ? Parce qu'on m'a souvent dit, ou souvent reproché que mes images étaient assez fermées. C'est-à-dire que je ne veux pas y revenir, parce que ça va être assez long de remonter jusque-là. Mais les photos de la série Orthez, quand vous êtes dedans, vous êtes prisonnier, en fait. C'est-à-dire que vous avez comme ça devant vous un discours très carré, très affirmé, très, je dirais, polissé, et on n'en sort pas. C'est-à-dire qu'il y a un message, il est évident, il est gros comme le milieu de la figure, et en quelque sorte, c'est un peu une limite. Moi, je prends ça comme une limite. Donc, l'évolution qui a consisté pour moi à essayer de laisser des accidents advenir dans mes images, mais ils sont très infimes, vous verrez tout à l'heure, c'est des choses très infimes. C'est aussi une manière de me libérer, peut-être, de ce que j'avais perçu comme un défaut, comme un travers. En même temps, je vais parler de la notion de diagnostic sensible, qui est la méthode que je mets en place dans le cadre de mes observatoires photographiques de paysage. Un des plus intéressants que j'ai pu faire récemment, j'en ai fait 4, dont un uniquement comme photographe qui reconduisait les vues d'un autre photographe. Il y en a 2 dont je vais parler parce que ce sont les plus intéressants, les plus aboutis. Celui-là, la forêt de Soule dans la Drôme, et celui des Landes de Gascogne. Ça, c'est le synclinal perché de la forêt de Soule. Vous connaissez peut-être, si vous connaissez le sud de la France, c'est une curiosité géologique, c'est une sorte de vallée en hauteur, entourée de falaises. Alors là, c'est une vue cartographique avec l'ensemble des points de vue de l'observatoire. En expérience sensible, ça donne ça. Ça donne quelque chose d'assez monumental. Donc moi, je réponds à l'appel d'offres, je suis auditionné, j'arrive dans ce lieu, je me dis que ce serait magique que ce soit moi qui sois pris. Je suis pris, beaucoup de chance, et je commence ce travail. La méthode que j'ai développée, c'était
de commencer par un travail d'immersion dans le paysage, qui là s'est fait à pied. Moi je travaille beaucoup en vélo, mais là je l'ai fait à pied parce que c'est de la montagne, donc c'est compliqué de le faire en vélo. Je travaille, je passe une dizaine de jours en immersion dans le site, et je fais des constats visuels. Moi je ne suis pas un paysagiste, je suis un photographe, donc je ne peux pas expliquer l'histoire, faire un peu de diagramme, c'est pas mon métier. Moi je me cantonne au visuel, donc j'essaie d'isoler dans ce paysage les caractéristiques visuelles qui sont saillantes et qui font partie de ce que j'appelle un diagnostic sensible. Alors je dis un diagnostic sensible pour l'opposer aux diagnostics qui sont faits par les géographes, les économistes, etc. C'est une sorte d'oxymore qui essaie de montrer l'importance que j'attache, moi, au visuel et au visuel photographique. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que finalement ce synclinal de la forêt de Soue, qui est une propriété du département de la Drôme, un espace naturel sensible, un espace naturel qui est sous contrôle d'une institution publique, d'une collectivité, c'est une espèce de paroxysme de notre rapport à la nature aujourd'hui. Ça donne une définition complète de ce que c'est que notre rapport à la nature aujourd'hui en France. Alors, c'est 3 éléments que j'ai isolés photographiquement. D'abord, la nature aujourd'hui, elle est gérée, elle est administrée, elle n'est plus sauvage, elle n'est pas inattendue. On prévoit, on anticipe, on compte les oiseaux, on met des bornes pour que les gens puissent savoir où ils sont, on les canalise. Sous cette petite barrière en bois où les gens passent, il y a un capteur qui compte le nombre de visiteurs. Parce qu'en fonction de ça, il y a des statistiques, etc., sur l'érosion des sentiers. La nature est sous contrôle aujourd'hui, on n'est plus dans une nature sauvage. C'est que la nature aujourd'hui, c'est un exutoire. C'est un lieu pour des pratiques sociales, de défoulement, d'évasion. C'est un lieu pour l'expression des talents individuels. Sur ce site, vous avez une quantité impressionnante de pratiques renouvelées de la nature. Des gens qui font du tai chi chuan le matin à 7h, des VTT, des chasseurs, des parapentistes, des gens qui font de l'escalade. La liste est infinie. Donc il y a vraiment un usage social de la nature aujourd'hui. La nature, c'est plus, comme disait Sartre, un élément qui nous est extérieur. La nature, c'est un terrain de jeu. En tout cas, ce lieu-là m'a vraiment donné à voir ce constat. Et puis néanmoins, malgré ces 2 éléments, nature gérée, administrée, nature très fréquentée socialement, très utilisée socialement, 3e élément, nature qui reste quand même la nature, au sens où elle reste imprévisible, elle reste, le cas échéant, un peu sauvage, les arbres tombent, ils pourrissent, il y a des gens qui se perdent très souvent dans ce site, il y a des bancs de brume, il y a des gens qui tombent des falaises, voilà. Ça reste la nature, ça reste dangereux, ça reste imprévisible, ça reste... Et la nature est encore comme ça aujourd'hui. Un moustique peut vous faire mourir, si vous ne faites pas attention, vous chopez un truc, vous faites une mauvaise réaction, la nature est toujours présente. Et donc ce site condense ces 3 éléments, il pousse les curseurs au maximum. La nature est gérée, la nature est fréquentée, mais elle reste dangereuse, parce que c'est un site montagneux. Donc ces 3 éléments du diagnostic sensible, je les présente au comité de pilotage. Alors un comité de pilotage, c'est quoi? En gros, ce sont les gens qui vous payent, qui pilotent l'observatoire photographique. Donc ce sont les élus, le premier chef, les techniciens, et les personnes qualifiées de type architecte des bâtiments de France, l'inspecteur des sites en l'occurrence, des chargés de mission qui sont intéressés. Et ça peut aller jusqu'à 30 personnes qui sont autour de la table et qui vont regarder vos photos, et qui vont juger vos photos. Dire ça nous plaît, ça ne nous plaît pas, pourquoi pas, avec des critères très variés et qui sont, je le dis, très rarement les critères de la photographie d'auteur. Parce qu'en général, dans ces comités de pilotage, on ne trouve pas un représentant des milieux artistiques. Donc c'est plutôt des techniciens. Donc ils ont une vision de la photographie qui est parfois à milieu de celle que moi je peux leur proposer par exemple. Parce que quand je donne quelquefois moi ça m'arrive très souvent dans ma méthode de travail de montrer des travaux de mes collègues, même de mes concurrents, des fois je suis fair play, pour sensibiliser les élus à la photographie d'auteur, en disant voilà, regardez ce que c'est qu'un photographe aujourd'hui qui a une grammaire personnelle, qui a une écriture personnelle, qui développe un discours sur le réel, comme peut le faire un poète ou un écrivain. Parce que ces éléments du diagnostic sensible, ensuite, je vais les projeter dans le temps. L'observatoire photographique, c'est utiliser la chronophotographie pour mesurer l'évolution du paysage. Les chronophotographes, au début de l'invention de la photo, utilisaient la chronophotographie pour montrer les mouvements trop rapides. Eh bien, le photographe paysagiste l'utilise pour montrer des mouvements trop lents. C'est-à-dire que là, il faut que je revienne une fois tous les 2 ans pour pouvoir suivre l'évolution de ce paysage. Là, en l'occurrence, dans la forêt de Soue, le comité de pilotage était très réceptif à mes images. Ils ont tout de suite adhéré, ça a été très, très simple. Il y a eu d'autres moments où il a fallu que j'explique
que moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de faire un beau paysage lisse d'une prairie, mais plutôt de montrer la violence d'une action humaine sur le paysage et surtout de la projeter dans l'observatoire. Parce que l'observatoire, par définition, il ne faut pas chercher à prévoir. C'est pas une collection, je dirais, un piège à changement. Hein. Quand les commanditaires vous disent « Ah, monsieur, il faudrait aller là parce qu'ils vont refaire la salle des fêtes ou parce que le PLU a changé, ils vont monter le COS, on va avoir des opérations plus importantes », là, je dis stop, parce que là, c'est pas photographique, c'est un suivi de projet. C'est pas la même chose. Il n'y a pas cette dimension inattendue, cette dimension d'hypothèse qui est posée au départ, qui donne lieu à beaucoup de surprises. Pour revenir sur cette notion de diagnostic sensible, donc on a vu que tu théorisais beaucoup ta photo. Ça, c'est un terme que tu as inventé. C'est une question, et savoir si cette question, du coup, le diagnostic, donc ça implique des outils de mesure. Est-ce que la photographie, pour toi, c'est un outil de mesure, et sensible, du coup, on dirait deux termes vraiment un peu antinomiques. Et du coup, sensible, ça impliquerait que le diagnostic ne l'est pas. Alors, tu as un petit peu raison. C'est-à-dire que quand j'ai mis en place cette notion, alors je ne sais pas si j'en suis l'inventeur, il faut être modeste, je ne pense pas, parce que c'est quelque chose d'assez... En tout cas, c'était assez facile à trouver. C'est juste parce qu'on m'a demandé une fois de travailler sur un projet de schéma de cohérence territoriale, c'était à Montauban, pour faire un travail photographique. Et j'étais au milieu d'urbanistes, de géographes, d'économistes. Et c'était pas forcément évident d'exister au milieu de ces gens quand on est photographe, on n'a pas forcément un discours théorique très... Voilà, moi j'ai fait une thèse dans l'environnement, mais je n'ai jamais, par exemple, dessiné une ville, je n'ai jamais fait un PLU, voilà, je suis resté dans la théorie. Et donc effectivement, cette notion de diagnostic sensible, elle avait une dimension quasi militante en fait. Hein. Je ne sais pas si tu as lu l'article que j'avais lu, tu as cité tout à l'heure l'article que j'ai écrit pour cet ouvrage qui commémorait les 50 ans de la DATAR, les 30 ans de la mission photographique de la DATAR. Cet article est d'une dimension militante, c'est-à-dire que moi je considérais qu'il n'y avait pas assez de photographes sur le terrain, des projets d'urbanisme, sur le terrain, des documents de planification urbaine, etc. Donc c'est un oxymore, et effectivement, ça sous-entend dans les diagnostics, il n'y a pas assez de sensibilité, de ressenti, etc. L'autre aspect de ta question, qui est plus compliqué en fait à gérer pour moi, c'est la dimension, c'est de l'autre côté, c'est du côté de la photographie. Est-ce que la photographie est capable de poser un diagnostic? Est-ce que c'est un outil de mesure? Alors moi je pense que c'est un outil de mesure, mais c'est un outil de mesure qui est valable pour le paysage, c'est-à-dire que le paysage, c'est pas seulement des faits, c'est pas seulement un territoire, c'est le regard qu'on porte au-dessus. Tu arrives avec ton point de vue d'auteur, c'est ça qui te permet de faire ce que tu appelles un diagnostic sensible. D'une certaine manière, tu construis un point de vue, certes de manière scientifique, mais ce point de vue, il est quand même marqué par une subjectivité qui est aussi ton inscription dans le champ de la photographie, etc. Et en même temps, tu ne connais pas forcément tout le background du territoire lui-même, du paysage lui-même. Ce que disait cet élu contre cette photo, peut-être que ça s'insérait autour de ce poteau télégraphique, mais enfin, peut-être qu'il y avait d'autres choses derrière, c'est-à-dire qu'il y a des relations humaines, des interactions humaines qui nous échappent. Donc, d'une certaine façon, comment toi, tu fais fi de ces choses-là pour, quelque part, amener un peu, quand même, d'objectivité dans ton caractère, dans ton diagnostic sensible? Effectivement, c'est même assez paradoxal ce que tu dis, parce que moi, paradoxalement, je vends l'intérêt du regard extérieur sur un territoire. C'est-à-dire que je vends au sens commercial, je vends au sens, je dirais, de la motivation de mon travail. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir une application trop forte avec un territoire est justement le garant d'une forme d'objectivité. Moi, tout l'intérêt de cet oxymore, en même temps, j'ai conscience que je fais de la réponse de Normand un petit peu là, mais c'est une musique qui est sensible, donc il a une part de subjectivité. Hein. Moi, je ne crois pas dans l'objectivité du photographe. Même un photographe qui adopte tous les atouts de l'objectivité, comme les pêcheurs par exemple, ça reste subjectif. Hein. C'est une construction, on fabrique l'objectivité. Donc, effectivement, toute la difficulté, c'est à la fois de garder, je dirais, la cohésion de sa vision d'auteur, en faisant quelques concessions, parfois, en essayant en négociant, ça se négocie, c'est-à-dire, moi ça m'est arrivé d'enlever des images, et de bonne grâce, parce que j'avais fait une image trop dure, une image trop âpre, voilà, et inversement, quand j'enlève une image, les élus comprennent que pour moi c'est difficile, et donc ça arrive souvent que, par rapport à il y a une autre image qui rentre, une
fait plaisir, par exemple. Hein. Mais effectivement, la difficulté, c'est d'être impliqué dans le territoire juste assez pour le comprendre, et pas trop pour le subir. Voilà. Ça serait un peu ça la juste limite. Et j'ai conscience que c'est une réponse qui est un peu fuyante, parce que c'est très difficile de trouver cet équilibre. Mais je dirais, il y a beaucoup d'intuition là-dedans et de choses qui sont pas forcément d'ici. Ça reste. Mes grands souhaits, c'est que les OPP sortent, je dirais, de ces univers très ouverts, du paysage extérieur, et qu'on puisse. Alors moi, je l'ai fait un peu en expérimentant dans le cadre d'un projet écriture de lumière, vous savez, ces dispositifs de médiation auprès du public scolaire. On a fait un observatoire photographique dans la cour d'un collège. Et donc, on a fait un observatoire photographique de la sociologie, je dirais, de la manière dont les enfants se positionnent dans l'espace dans une cour de collège. Et c'est impressionnant, comme c'est intéressant. C'est-à-dire de voir que finalement les sections européennes sont entre elles, les sections qui ont un handicap sont entre elles, les filles, les garçons. C'est incroyable ce qu'on peut découvrir. Et j'imagine sur un lieu de travail, pour expérimenter, pour essayer d'analyser un petit peu les questions de la place du corps, tout ce qui peut être de l'ordre de la discipline qui est imposée au corps dans les univers justement de l'industrie, mais aussi dans le tertiaire. Hein. On ferait un observatoire sur les open space de France Télécom, ce serait sans doute assez passionnant. Guillaume, on va te remercier d'être venu ce soir pour présenter ton travail. Je vous invite à aller sur le site de Guillaume aussi, parce qu'il écrit des écrits qui accompagnent du coup, les observateurs de paysage et qui sont vraiment très chouettes. Donc un grand merci Guillaume.